Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les actualités cybersécurité de la semaine du 21 septembre. Alors, je pense qu'on n'aurait pas pu faire de vidéo si on ne parlait pas du hack qu'il y a eu de la société Uber. Alors, on va prendre un petit peu de temps justement pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé et pour essayer de décrire un petit peu comment l'attaquant a procédé pour arriver à s'infiltrer chez Uber et à récupérer l'accès à l'ensemble des informations, en tout cas de leurs clients. Si vous êtes débutant dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube et à télécharger le guide que vous pouvez trouver dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Alors effectivement, l'attaque qu'il y a eu sur Uber, elle a été vraiment médiatisée et donc on va essayer de la décrire et de voir un petit peu comment l'attaquant a fait pour obtenir les premiers accès. La première chose qu'il a fait, en fait, cet attaquant qui est ici en haut à gauche, il a envoyé un mail de phishing à plusieurs personnes dans la société et il est arrivé à récupérer des identifiants pour accéder au Slack. Donc le Slack, c'est une plateforme qui permet de chatter directement au sein de la société. Ensuite, ce qu'il a essayé de faire, c'est qu'il a essayé d'enrôler en fait un téléphone sur la plateforme et pour ça, il avait besoin d'une double authentification. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait beaucoup de demandes de double authentification. C'est ce qu'on appelle du MFA fatigue. Et à chaque fois, la personne qui s'était fait voler cet identifiant a refusé en fait le MFA. Il a fini par chatter avec cette personne-là en se faisant passer pour le service informatique en lui disant d'accepter cette demande d'enrôlement. Et une fois qu'il a eu son téléphone qui était enrôlé grâce au MFA, il a pu accéder directement au VPN. Et donc, une fois qu'il était via le VPN, il a pu accéder, on va dire, à l'ensemble du réseau interne. Et bah déjà, en fait, il y a plusieurs problématiques de sécurité à ce niveau-là. C'est que Uber aurait dû sensibiliser de façon plus importante en fait ses collaborateurs. Ils auraient également dû empêcher les collaborateurs de pouvoir ajouter eux-mêmes un nouveau téléphone dans le parc informatique. Donc une fois que l'attaquant était en interne, il a fait une phase de reconnaissance assez traditionnelle qu'on fait lors des tests d'intrusion, où il a découvert des partages de fichiers sur lesquels il y avait des scripts PowerShell, et dans ces scripts PowerShell, il y avait des identifiants admin. Ces identifiants admin lui ont permis d'accéder à un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle Ticotic, et il a pu extraire du coup l'intégralité des secrets et se connecter aux différentes applications, on va dire, qui étaient sécurisées. Et donc, ils ont eu accès à la console AWS, à SentinelOne, à l'espace Slake, à VMware, à vSphere. Ils ont eu accès à tout un tas d'informations. Et donc, c'est là où c'était vraiment critique parce qu'ils avaient accès à tous les éléments et ils ont pu ainsi les exfiltrer. Donc, on voit finalement qu'un attaquant qui est isolé peut faire des dégâts qui sont vraiment importants. Et là où Uber aurait dû améliorer ses éléments de sécurité, c'est qu'en plus, quand l'attaquant était sur le réseau interne, il a trouvé des audits de sécurité qui avaient été faits avec des vulnérabilités qui n'étaient pas encore corrigées, qu'il a pu exploiter. Et donc déjà en interne, en fait, Uber aurait pu mettre ce qu'on appelle un SOC, un centre opérationnel de sécurité, qui supervise, on va dire, les différentes actions. Et lorsqu'il a fait un scan réseau interne, il aurait dû automatiquement être détecté et être supprimé en fait du réseau, être complètement bloqué, les accès complètement bloqués. Ensuite, pareil, il n'aurait pas dû avoir des mots de passe présents dans des scripts au PowerShell. Alors, c'est des choses qu'on retrouve encore trop souvent chez nos clients, mais ça n'aurait pas dû être présent. Et après, de toute façon, une fois qu'il avait compromis l'accès au gestionnaire de mots de passe, c'est évident que la personne avait accès à l'ensemble des informations. Donc, on voit finalement que l'attaque, elle n'est pas si sophistiquée que ça, qu'elle aurait pu être évitée ou en tout cas limitée, et qu'aujourd'hui, l'impact est vraiment très important pour la plupart des personnes qui avaient un compte chez Uber, et je pense que beaucoup d'entre vous en font partie. La deuxième actualité qui était très intéressante dont je voulais vous parler, c'est le fait de pouvoir lire des caractères dans le reflet des lunettes. Alors, vous voyez régulièrement, j'ai des lunettes en fait quand je suis en train de tourner et on peut voir un certain reflet. Il y a une étude qui a été réalisée par des chercheurs, en tout cas aux États-Unis, et ils se sont aperçus qu'il était possible de lire 75% du texte sur des polices de taille 28, donc ce qui équivaut à 10 mm, et c'est souvent les titres et les sous-titres sur une caméra en 720p. Donc c'est à peu près la plupart des caméras qu'ont les personnes. C'est-à-dire que vous êtes sur un zoom, vous échangez avec votre directeur, et en fait, il est capable de lire dans vos lunettes via différents logiciels ce que vous êtes en train de voir sur votre écran. Et ils estiment qu'il est possible de lire des polices qui sont plus petites avec des caméras de plus haute définition. Ils ont également fait différents tests et ils sont aperçus que dans 94% des cas, ils arrivent à trouver le site web que vous êtes en train de regarder en prenant le top des sites web les plus regardés, en tout cas sur Internet. Après, bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui vont influer sur la récupération d'informations en fonction de la luminosité, en fonction de différents éléments et en fonction de la qualité surtout de l'image. Mais ce qui pose vraiment problème sur le fond, c'est la capacité des dirigeants à surveiller leurs salariés dans des conférences et dans ce type de réunions.
Alors, ils sont en train, bien sûr, de continuer leur analyse, de la développer en récupérant des vidéos sur YouTube de conférences où on voit justement des personnes qui ont des reflets sur leurs lunettes pour voir s'ils arrivent déjà à identifier ce qu'ils sont en train de regarder pour essayer d'améliorer l'algorithme. Alors, actuellement, il n'y a pas forcément de protection qui est en place contre cette attaque-là. Il y a Zoom qui propose déjà un filtre de lunettes cartoon pour éviter ces reflets, mais concrètement, ça ne fait pas très pro. Et les applications comme Google Meet et autres ne proposent pas encore de protection pour cette attaque. Alors, une troisième news qui m'a beaucoup fait rigoler, c'est l'application CISO, qui est une application qui est très utilisée aux États-Unis par 10 millions de personnes, qui soient des étudiants, que ce soit des parents d'élèves ou que ce soit des enseignants, et qui sert à faire du chat au sein d'une école, donc à transmettre différentes informations pour l'épanouissement scolaire. Et il y a des personnes qui se sont fait compromettre leur compte. Et l'attaquant s'est amusé à envoyer des messages privés à tous les contacts de ces personnes-là avec une photo à caractère sexuel. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai la chercher sur Internet parce qu'elle est existante de partout. Et le directeur d'une des écoles s'est vraiment excusé de ce qui s'est passé. Après, pour moi, il n'est pas forcément responsable. C'est les parents qui se sont fait en général compromettre leur compte parce qu'ils avaient des mots de passe faibles. Donc à partir de là, c'est pas forcément de sa faute, mais effectivement, il faudrait qu'il ait la capacité à bloquer des images qui ne sont pas destinées en tout cas à être diffusées à grande échelle. Et il faudrait effectivement que l'application ait une certaine possibilité de filtrer en tout cas les messages qui sont envoyés, que ce soit même en privé ou à diffusion publique, pour limiter justement ce genre de comportement. Après, on sait effectivement que ces personnes qui compromettent en général ces applications sont plutôt des étudiants, c'est pas forcément des personnes qui sont malveillantes de fond, mais les impacts peuvent être vraiment conséquents, en tout cas pour les personnes qui reçoivent ces messages-là. Une news qui a également fait parler d'elle, c'est justement WordPress avec le plugin Fishpig. Fishpig, c'est une société qui crée des logiciels pour l'intégration de Magento, qui est une partie e-commerce sur les sites WordPress. Et ils se sont fait pirater récemment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les attaquants, ils ont injecté du code malveillant dans le fichier licence.php qui va vérifier la licence de l'utilisateur, s'il a une licence en communauté ou s'il a une licence payante. Et ils ont inséré en fait un malware qui s'appelle Recube, qui permet de faire une porte dérobée en fait à distance et qui permet de récupérer un accès directement au WordPress sans que les utilisateurs puissent s'en apercevoir. Alors, cette attaque, elle était possible parce que Fishpig a été compromis, le backend de Fishpig a été compromis, et donc les attaquants ont eu la possibilité d'aller modifier directement le code au sein même en fait du plugin qui est déployé chez les clients. Donc finalement, ce qui est très important, c'est qu'il faut ne pas faire confiance dans les plugins qui sont installés sur votre WordPress, toujours vérifier. Il aurait fallu mettre un WordFence en plus, qui est un plugin de sécurité qui permet en tout cas de limiter la casse quand on a des événements comme celui-ci. Mais on s'aperçoit que les attaques de type supply chain sont vraiment de plus en plus importantes parce qu'il est beaucoup plus simple de compromettre une petite structure qui édite des logiciels qui va être intégré dans des milliers de logiciels derrière et des milliers de sites que d'aller compromettre par exemple le WordPress Core qui est aujourd'hui très étudié et qui a fait déjà l'objet d'un nombre important de revues de sécurité. Donc si jamais vous ne savez pas ce que sont les supply chain attacks, je vous invite à aller voir ma vidéo directement sur le sujet. Alors l'avant-dernière news qui est vraiment très importante, c'est celle sur la Maison Blanche qui promet d'écrire des codes qui sont sécurisés. Et j'avais envie de vous expliquer un petit peu derrière ce titre comment ça se passait. En fait, en mai 2021, on a le président Joe Biden qui a écrit un décret de cybersécurité et qui l'a fait appliquer aux agences fédérales pour qu'elles demandent en tout cas aux sociétés tiers avec lesquelles ils travaillent et avec lesquelles les logiciels leur sont fournis, de leur fournir une auto-attestation comme quoi ces tiers respectent bien le NIST, qui est une norme de cybersécurité. Et cette auto-attestation doit être renouvelée à chaque fois que les prestataires vont faire une évolution qui est majeure ou qui vont modifier du code qui pourrait avoir un impact. Ils demandent surtout d'avoir une approche en fait par les risques. Et s'ils ne sont pas capables de fournir une auto-attestation comme quoi ils sont conformes au NIST, il faut absolument qu'ils aient la capacité à identifier les risques et à proposer un plan de traitement, en tout cas sur le long terme, pour pouvoir corriger ces risques-là. Bien sûr, ces documents qui vont être fournis seront confidentiels, parce que si jamais quelqu'un venait à tomber dessus, il trouverait directement toutes les vulnérabilités et tous les risques qui pourraient être exploités potentiellement par un attaquant sur des agences fédérales. Et également, ce qui s'est passé, c'est que pour les personnes qui ont envie d'utiliser des logiciels open source au sein des agences fédérales, c'est l'agence FedRAMP qui fera cette évaluation. Et donc, ils devront le faire en profondeur parce qu'aujourd'hui, ça prend quand même un certain temps. Alors, bien sûr, ce décret ne s'applique pas au développement interne, même s'il est fortement encouragé, ça s'applique uniquement au développement externe. Là, à l'heure actuelle, les fournisseurs de logiciels ont jusqu'à 270 jours pour fournir l'attestation, en tout cas pour prouver qu'ils sont bien conformes, en tout cas avec ce nouveau décret.
Donc ce qui leur laisse quand même un peu de temps de marche pour arriver à se mettre d'équerre. Enfin, la dernière actualité dont j'avais envie de vous parler, c'est le patch Tuesday. Donc on a toujours le mardi en fait des nouveaux patchs de sécurité qui sont apportés par Microsoft. Et celui de septembre va corriger plus de 80 bugs, dont des 4 vulnérabilités qui sont critiques. On en a 2 qui sont ni plus ni moins que des exécutions de code à distance via le NFS. Le NFS, c'est un partage de fichiers. Donc ça permet de prendre la main à distance sans interaction utilisateur. Donc c'est des vulnérabilités qui sont vraiment critiques. On les voit, elles sont à 8.1, 8.8. Donc on voit qu'elles sont vraiment très importantes. Et il y a également des élévations de privilèges qui sont possibles, qui permettent à un attaquant d'obtenir un maximum de droits sur les machines Windows, sur les autres Windows, et pour pouvoir faire tout ce qu'il veut ensuite. Donc je vous invite vraiment à mettre à jour en tout cas votre système. Et on voit que là, Microsoft a quand même été assez réactif et qu'ils apportent de gros correctifs de sécurité. Donc pensez à mettre à jour en tout cas votre Windows là, dans les moments qui vont arriver. J'espère en tout cas que vous aimez ces vidéos d'actualité. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos d'actualité, dites-le moi en commentaire. S'il y a des news qui vous ont marqué cette semaine, dites-le moi également en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!